Dans l'épisode précédent, les frères Coaster et moi passions outre-Manche pour retourner à Fort Park et découvrir le lendemain Chessington Worlds of Adventures. Un parc familial qui nous aura franchement bien plu, malgré un aspect un peu sombre dans le fond du parc. Aujourd'hui, nous sommes en route pour le troisième et dernier parc de ce petit voyage anglais. Nous sommes le 16 mai 2026, journée toute particulière, car en ce samedi pour le moment ensoleillé, Paultons Park s'apprête à ouvrir une toute nouvelle zone, accompagnée de sa première montagne russe à inversion. Alors ni une ni deux, montons dans la voiture à Vianney et allons voir ce que vaut ce parc du sud de l'Angleterre. Ouvert en 1983, Paultons faisait pendant longtemps partie des parcs familiaux typiques de notre bon vieux continent, avec quelques attractions très basiques ici et là, sans trop de cohérence thématique, un parc d'attractions dans lequel les familles du coin venaient passer du bon temps. Mais c'est après 2015 que Paultons Park commence une réelle phase de développement, avec une première zone bien thématisée, et qui l'amènera petit à petit à poursuivre dans cette lancée en 2020, avec une deuxième zone encore un cran au-dessus, pour arriver jusqu'à aujourd'hui en 2026, avec un parc d'attractions ayant une excellente réputation parmi les parcs britanniques. Et le jour de notre visite, Paultons s'apprête une fois de plus à faire un grand pas en avant dans l'histoire de son développement. C'est donc avec beaucoup de curiosité que nous nous rendons à Paultons Park, en ayant eu de très bons retours par de nombreux autres passionnés. Ça va être sympa cette journée, je le sens. Ça va être très sympa. À Paultons, nous aurons par ailleurs retrouvé deux autres individus que vous connaissez sans doute, Lakou Coaster et Jean Yop, dont vous pouvez d'ores et déjà retrouver sa vidéo sur le parc, je vous l'affiche directement en haut à droite. Et nous arrivons face à cette entrée qui a des mauvaises airs d'air d'autoroute ou de bâtiments par défaut de Planet Coaster. Après, est-ce que c'est pas pire que le dôme de Thor? Oui, non, est-ce que c'est pas pire? Personne ne peut faire pire que le dôme de Thor, c'est le pire. Voilà. Et c'est quoi la musique du dôme de Thor? C'est ti ta la la la. Voilà, je vois absolument pas de quoi ils parlent, mais ils en parlent à chaque fois. C'est ici qu'on retrouve la boutique principale du parc. Et une fois qu'on a traversé ce bâtiment, c'est une belle petite surprise pour moi. On arrive dans un immense jardin à l'anglaise. Dans l'image que j'avais de Paultons, c'était un parc au milieu des champs, avec très peu de végétation, mais ça c'était une idée que j'avais sur le parc en raison des différentes vidéos que j'avais pu voir de ces coasters, qui effectivement sont situés dans des zones peu boisées. Mais au final, on a ce magnifique jardin qui part de l'entrée pour nous servir de gigantesque hub entre les trois principales zones de Paultons. À droite, nous aurons Tornado Springs, et plus loin, la zone Peppa Pig World. Ah là là, qu'est-ce que j'ai hâte de celle-là. Et à gauche, Lost Kingdom, et la nouveauté 2026, Valgard, Realm of the Vikings. Alors clairement, en arrivant, ça n'est pas vers cette partie que nous allons nous diriger. La raison est simple, nous sommes le jour de l'ouverture au public de Valgard et son nouveau coaster Dracon, et toute la zone affiche à notre arrivée plus d'une heure sur chacun de ses rides. La queue qui part tout là-bas. Tout là-bas, on va pas le faire tout de suite, hein. Allez, marchons le long de ces magnifiques allées bien verdoyantes et nous arrivons dans notre première zone, Tornado Springs. Oh là là, mais quelle beauté! Cette zone, c'est l'équivalent d'un Radiator Springs qui se serait pris des tornades à la Twister. Le travail de thématisation et de scénographie est franchement réussi. On a des trucs à voir de partout, la peinture donne l'impression que tout est un peu vieilli par le temps, on a des attractions de part et d'autre, et celle qui aura en particulier attiré notre attention aura été ce spinning coaster signé Mack Rides. Un modèle de série qu'on retrouve dans d'autres parcs à travers le monde et qui a déjà bien fait ses preuves. J'avais déjà testé le layout de Toverland que j'avais trouvé excellent pour du familial, mais celui-ci était tout nouveau pour moi. Alors allons-y, partons à la découverte de Storm Chaser. On entre dans cette file d'attente qui nous plonge dans une grange sombre. De faibles lumières nous éclairent, une musique en fond crée une petite tension, on sent qu'on se prépare à un truc bien fun. Et une fois dans l'attraction, on est effectivement sur quelque chose de très fun. C'est pas du tout un layout innovant, hein. C'est des petites drops, des S-turns et des helix, mais si vous arrivez à suffisamment déséquilibrer votre partie du train, il y a moyen de passer un sacré tour. Quoi qu'il en soit, qu'on arrive à tourner ou non, je tenais à faire une mention spéciale pour cette helix de fin qui n'est franchement pas à prendre à la légère, qui rappellera à certains le final d'Euromir à Europa Park, mais ici, sans l'aspect brusque du coaster allemand. Storm Chaser est un coaster qu'on aura pris plaisir à enchaîner sur la journée, un modèle familial qu'on aimerait voir plus souvent dans des parcs près de chez nous. Et puis honnêtement, regardez-moi comment c'est beau. Ça ajoute tellement de cachet à la zone. Franchement, j'adore. Dans cette partie du parc, vous aurez également un Family Coaster de chez Zierer, dans le même esprit qu'un Fun Pilot à Walibi Belgium. Et comme pour Chessington,
Chapeau bas pour Paul Tons qui a l'intelligence de nous témer les files d'attente de ses plus petits rides. On n'oublie pas les plus jeunes, chacun a droit à l'expérience thématique qu'il mérite. On n'aura pas tenté ce gros flat ride de chez Zamperla, et même si j'adore les modèles de chez Us, tous les copains présents ce jour-là m'ont dit que la version italienne pouvait avoir tendance à filer la gerbe. Et honnêtement, étant un peu fatigué le jour de notre visite et ne voulant pas me ruiner le reste de la journée, je vous avoue que pour cette fois, j'aurais préféré faire l'impasse. Surtout si c'était pour le faire tout seul, un peu la flemme. Donc non, vous n'aurez pas mon avis aujourd'hui sur ce modèle, mais on aura sûrement l'occasion de le tester dans d'autres parcs. Il n'empêche qu'il habille sacrément bien la zone, en ajoutant beaucoup de vie et du mouvement aux côtés de Storm Chaser. C'est donc une zone bien complète pour tous les goûts et tous les âges que nous propose Paul Tons. Et au final, on le verra plus tard dans la vidéo, mais les deux autres grandes zones du parc reprennent un peu ce même pattern. On a toujours au moins un flat ride, qu'il soit sensationnel ou accessible aux familles, et deux coasters au style bien différent, plus ou moins sensationnel. Instant investigation, nous allons voir si les tortues ont plus d'espace qu'à Chessington, ce qui est pas bien compliqué. Les tortues! Pourquoi ça m'attend pas là? Je vais me vénérer. Wesh, je vais me vénérer. Là, il y en a une qui est en dépression là-bas. Elle est au coin, elle est finie. Les tortues au moins elles ont du sable. Et là, c'est encore des oiseaux. Bah c'est autant la cata que Chessington, donc je vais finir par penser que c'est juste le pays le problème. D'ailleurs maintenant on va enfin pouvoir aller faire un tour dans l'autre partie du parc et voir ce que valent ces deux autres zones. Ah non c'est vrai, avant ça il fallait qu'on aille rapidement voir un truc. Alors comment le dire poliment? Si l'on aime dire que l'herbe semble toujours plus verte chez le voisin, on ne peut pas dire que cet adage s'applique à toutes les situations, puisqu'ici le voisin de Tornado Springs n'est pas aussi charmant, pour ne pas dire dégueulasse. La zone Peppa Pig, une licence dont le parc est tout particulièrement fier. Ah bah je vous avoue que oui, elle est sacrément grosse cette zone, hein, et sûrement même un peu trop. Si vous avez vu la zone Pas de Patrouille dans la précédente vidéo, eh bien partez du principe qu'on est ici à l'opposé. Déjà c'est vraiment plus gros, et puis là où la Pas de Patrouille est certes criard, on en vient presque à la regretter tant celle de Peppa Pig est d'un triste monumental. C'est déteint, c'est fade, et les décors sont pas spécialement beaux. On est censé être dans une zone pour enfants qui donne l'impression d'être dans un dessin animé, mais là parfois j'ai l'impression d'être dans les backrooms. Je m'appelle Peppa Pig. Alors oui, je le répète toujours, facile de dire que c'est moche et qu'on n'aime pas quand on n'est pas la cible. Et sans doute que les enfants amateurs de la licence y trouveront leur compte. Mais de mon côté, ce sera tout pour moi. Non mais sérieux, regardez-moi la maison de Peppa Pig. Oh j'en peux plus, c'est terrible. Alors bon, vite qu'on sort de là et qu'on aille voir le reste du parc. Sur la route, à la jonction entre cette aile droite du parc et le jardin anglais qui sert de hub central, nous aurons à notre droite un Tivoli-Zierer, comme on en connaît bien. Rien de neuf sous les tropiques, si ce n'est qu'ici, la thématisation est complètement débile. Pour une fois, je sais absolument pas quoi en penser. C'est d'un côté très laid et flippant, et de l'autre j'ai presque envie d'applaudir le parc pour la prise de risque. Donc je vais m'abstenir d'avis pour une fois, et je vous laisse en juger par vous-même directement dans l'espace commentaire. Par contre, sur la route, nous avons également une attraction qui m'aura tout particulièrement plu pendant cette visite, et qui m'était totalement inconnue avant notre passage à Paul Tons Park. Situé à notre gauche, et... oh merde, attendez, avant ça il va falloir que je file un coup de main à Clément, qui... Ah non, il en met partout. Oh ce rush il est ignoble. Il a tout pris, il en a mis partout. Alors je disais, nous avons également une attraction qui m'aura tout particulièrement plu pendant cette visite et qui m'était totalement inconnue avant que nous nous rendions à Paul Tons Park. Ghostly Manor est un dark ride bien moderne, ouvert en 2025. Cette attraction signée une fois de plus McRide est en effet un modèle interactif, ayant le même système que Grand Prix Adventure à Europa Park. Alors, je n'ai pas testé cette version du modèle du côté du parc allemand, mais si je devais vous donner un avis rapidement et sans vous spoil du côté de Ghostly Manor, c'est vraiment génial. Comme quasiment toutes les attractions modernes du parc, on sent qu'il y a une forte inspiration d'une licence bien connue. Et ici nous allons bien évidemment du côté de Nintendo avec le style d'un Luigi's Mansion, une licence dont je suis, à titre personnel, particulièrement fan. Les couleurs utilisées, le style graphique, l'atmosphère sonore, les effets de lumière, tout aura un petit arrière-goût de ce jeu mythique. Alors si la partie interactive est à mon sens l'une des plus pourries que j'ai pu tester, avec des tirs complètement décalés par rapport à nos cibles, les décors quant à eux sont de très bonne facture. On alterne entre de l'écran et du physique selon les scènes, on n'est clairement pas sur quelque chose de statique. On sent que le parc a voulu nous pondre du beau dark ride, et à mon sens, c'est réussi. Donc si vous êtes de passage à Paul Tons, ouais,
c'est vraiment un must. Allez, on a terminé la jonction entre la partie gauche et la partie droite, on peut maintenant passer progressivement vers la nouveauté 2026, et en première partie, nous avons Lost Kingdom. Ouverte en 2016, c'est clairement cette zone qui a lancé le coup d'envoi de la dynamique de développement dans laquelle le parc est encore aujourd'hui engagé. La zone n'est pas immense, et pourtant, il y a beaucoup à faire. Pas mal de rides pour les plus jeunes, avec notamment du Kiddie Zero qui ravira les collectionneurs de coasters que nous sommes, et surtout le joli combo Vekoma, avec d'un côté Velociraptor, un Family Boomerang qu'on retrouve de plus en plus dans nos parcs ces dernières années. Celui-là a un parcours vraiment classique, mais c'est toujours efficace pour des publics non initiés ou familiales. Oh bah, ça repart en arrière. Il est dans le ventre et des petits jets. Ah, c'est toujours Gerbo. Oui, c'est un peu Gerbo. Put the fun away. Et puis, au-dessus de nous, circule ce très joli Suspended Family Coaster qui se nomme Flight of the Pterosaur. Et lui, honnêtement, j'étais bien content de le tester. Parce que jusqu'à ce jour, je n'avais pas encore eu l'occasion de monter à bord de ce genre de modèle. J'avais certes fait une version Thrill dans le parc Trips Drill, mais ces modèles familiaux comme on peut en retrouver au parc du Bocas ou à Energylandia, c'était bien tout nouveau. Mais Paulton Spark a fait le choix de prendre un deuxième modèle de série, qui a lui aussi été cloné un peu partout ailleurs. On retrouve notamment à Grönalund, à Stockholm. Et alors que je m'attendais à un parcours un peu soft, et ben pourtant, ça reste super amusant à faire. On reste quasiment tout le long en hauteur, ce qui colle parfaitement avec le thème de l'attraction. On a la sensation de survoler la zone presque du début jusqu'à la fin. Certaines petites ellipses sont bien rigolotes, et cette thématisation rocheuse ajoute vraiment à l'expérience. On tourne autour, on entre dans la roche, et c'est donc aussi beau à voir de l'extérieur que de l'intérieur. Donc franchement, sans être une bombe atomique de sensations, c'est très agréable à faire, c'est validé par tout le monde, et c'est un très bon modèle pour un parc familial comme Paultons. Ça donne vraiment envie de voir un peu plus de ces petits coasters autour de chez nous. Et j'ai l'impression que c'est pas la première fois que je dis ça pour un coaster de cette vidéo. Et c'est normal, parce que Paultons a le chic pour nous sortir des montagnes russes de série, qui ont déjà fait leurs preuves dans d'autres parcs, et qui leur coûtent moins cher puisqu'ils n'ont pas l'exclusivité et l'invention du parcours à payer. Ce qui est très malin pour un parc de cette envergure. Parce que déjà, ça leur permet de s'assurer de la qualité de leurs attractions avant même qu'elles ne sortent de terre, vu qu'il existe un exemplaire quelque part dans le monde, mais aussi de pouvoir sortir un grand nombre de nouveautés, comme ils ont pu le faire dans cette dernière décennie, en gardant en même temps les fonds suffisants pour habiller cette attraction avec de vraies zones thématiques. Et un modèle copié d'un autre parc, avec exactement le même tracé, nous en avons justement un dans la troisième et dernière zone qui nous attend. Alors allons-y. Testons une bonne fois pour toutes cette nouvelle zone viking prénommée Valgard, la nouveauté 2026 de Paulton Spark. Et la première chose qui me frappe, au-delà du fait que ça sent sacrément le neuf, c'est que la zone est remplie de passionnés. Et étrangement, eh ben on n'en connaît presque aucun. J'ai vraiment eu le sentiment d'être un étranger au milieu de cette communauté parc britannique. C'est presque des paysans. On aura quand même croisé la légende locale, à savoir Theme Park Worldwide. Il y a Theme Park Worldwide dans le train. Et quelques visages qui pouvaient nous rappeler des posts Insta et des vlogs outre-Manche, mais en étant incapables d'y poser un nom. Bon, alors on aura passé notre tour sur Wild Swing, qui est, comme son nom le soupçonne, une wide swing de chez Art Engineering. On a eu au gros minimum 30 minutes toute la journée sur cette attraction, et sachant que ce modèle se vend en Europe comme des petits pains ces dernières années, on aura de toute façon l'occasion d'en faire quelques-uns dans d'autres parcs. À côté, nous n'aurons pas tenté le nouveau restaurant, qui, vous vous en doutez, si c'est un jour d'opening, était particulièrement blindé. Alors, le resto est beau. On va pas bouffer tout de suite. Hein. C'est un petit peu bondé quoi. J'aurais pas mon chicken burger. Ah non. Et puis nous avons finalement été nous frotter aux deux coasters de la zone. D'un côté nous avons Raven, qui est une rethématisation de Cobra, et de l'autre Dracon, qui a été créé de toutes pièces pour la zone. Et ce qui saute aux yeux, c'est que l'un ne va clairement pas sans l'autre. Les deux coasters se croisent sur le début de leur parcours, ce qui peut donner lieu à des interactions vraiment sympas entre les passagers, et qui crée une zone vivante et en perpétuel mouvement. Et on commence par le plus petit, Raven. Il s'agit d'un modèle bobsleigh du constructeur allemand Gerschlauer, et c'est justement celui-ci, le coaster cloné d'un autre parc dont je vous ai parlé précédemment. Paultons a repris le même tracé que Gesengtussau dans le parc allemand Trips Drill, et d'un point de vue sensation pure, rien de neuf par rapport à la version allemande. C'est bien marrant, c'est pas le truc le plus fluide du monde, mais c'est loin d'être dérangeant, mais le package global avec la thématisation et la zone en font un coaster vraiment intéressant. On aura justement eu droit à une interaction avec Dracon, et je remercie Clément pour son observation redoutable, puisque de retour en France, il aura remarqué que le train que nous avions croisé avait au premier rang Attraction Source, une chaîne YouTube d'on-ride britannique. Ce qui fait que dans l'on-ride de cette chaîne, le petit train que vous voyez passer et les pélos que vous entendez crier,
Eh ben c'est nous. Pour ce ride, on aura attendu bien 40 bonnes minutes, ce qui est clairement beaucoup trop pour ce genre d'attraction. Mais en temps normal, clairement, jamais ce coaster n'atteindra autant de fréquentation pendant une journée à Poltons. Donc honnêtement, même sans être chasseur de crédit, j'aurais tendance à vous recommander ce petit coaster bien sympa. Et maintenant, le moment qu'on attendait tous, le truc qui a en partie motivé l'organisation de ce trip dans le sud de l'Angleterre à cette période, Dragon. Est-ce que l'attente valait le coup? Allez, je vous fais pas plus attendre, qu'est-ce que j'ai pensé de Dracon? Eh bien, je ne suis pas le bon client. Voilà. Alors non, je vais pas vous laisser juste sur ça parce que ça serait franchement réducteur comme propos et bien dégueulasse de ma part quand on voit tout le boulot qui a été fait par le parc. Mais donc je vais commencer par ce qui fait que je ne suis pas totalement conquis par ce coaster, ou du moins que je ne le suis pas autant que ce que j'aurais pu imaginer. Globalement, d'un point de vue sensation pure, on reste sur quelque chose de bien simple et classique. Oui, le parc a fait l'effort de nous pondre un layout unique au monde, et le fait d'avoir ce stall tout plat et magnifique à regarder, c'est clair que c'est inédit chez Gerstlauer. Maintenant, je trouve le parcours assez fade. La drop fait son petit effet, mais au-delà de ça, on a juste des montées, des descentes, des virages, mais sans que ça ne pousse un minimum. Et j'attends clairement pas un truc qui arrache la gueule, attention, je sais bien que la cible est plutôt familiale, mais là on a même pas l'ombre d'un floating sur les boss, c'est vraiment trop bon élève, et ça m'a fait presque bizarre parce que c'est généralement pas l'image que j'ai des Eurofighter Gerstlauer. C'est donc très joli de l'extérieur, mais de l'intérieur, pas de quoi péter son crâne. Je pense que ça fera bien sûr son effet pour un public non passionné qui n'a pas l'habitude de ce genre d'attraction, mais si vous avez ne serait-ce qu'un minimum l'habitude d'aller dans des parcs différents, vous risquerez de trouver ça sympa, mais sans plus. Autre sujet, mais pesant moins dans la balance, ce sont ces harnais. Dracon est équipé de tout nouveaux harnais Eurofighter qui sont bien différents des gros morceaux qu'on se trimballait sur les modèles classiques. D'un côté c'est super parce que c'est bien léger, on n'est pas tout écrasé dans notre siège, et les deux parties parallèles sur lesquelles on pose nos mains sont bien fines comparées à ce qu'on pouvait avoir avant. Mais, et c'est un souci que j'ai surtout eu à mon premier ride, dès lors que vous avez un peu de changement de direction, les oreilles viennent cogner de part et d'autre. Alors avec Vianney, on a trouvé la petite technique pour s'en sortir, il suffit de bien sortir la tête. Comme le harnais ne vous bloque pas autant que les anciens, ça n'est pas bien compliqué. Il n'empêche que, la première fois que ça vous arrive, ça peut faire tout drôle. Maintenant que j'ai lancé tout le négatif, il y a quand même beaucoup de positifs à raconter. Parce que si les harnais ont pu me mettre dans un certain inconfort, il y a une chose qui m'a vraiment frappé dès la drop, c'est que ce coaster est d'une fluidité exemplaire. Quand on sait la réputation que peuvent se traîner ce genre de modèle, c'était juste inconcevable pour moi qu'il soit aussi fluide. Et pourtant c'est bel et bien le cas. On glisse comme sur des skis, c'est tellement léger. J'ai beau ne pas être trop du genre à crier au scandale pour les moindres petites vibrations dans un coaster, je vous avoue que quand c'est à ce niveau de fluidité, c'est toujours un bonheur. Et maintenant le gros point positif de Dracon, c'est surtout son ambiance et sa théma. Tout est bien, le thème est clair, on comprend qu'on s'entraîne tout au long de la file d'attente pour, au moment du ride, aller affronter un dragon. L'ambiance sonore, le bâtiment dans lequel se trouve la gare, les éclairages, tout est beau, tout est sympa, et on a juste hâte de monter à bord. Et c'est tout ce qu'on attend d'une bonne file d'attente. Faire monter la hype progressivement. Le parc nous a mis des petits détails un peu partout, avec une mention spéciale pour cette roue qui s'active à chaque démarrage du lift, et du mouton qui donne l'illusion de la faire avancer. Et c'est en ça que Dracon est une réussite pour Poltons Park. C'est à la fois mine de rien leur premier coaster à inversion, et ça pour le public non passionné c'est une grosse nouveauté. Visuellement ça habille la zone, ça la rend vivante, c'est suffisamment imposant visuellement pour l'ancrer comme un coaster phare dans la tête des visiteurs, et c'est une fois de plus une claque de thématisation pour un parc comme celui-ci. Et donc même si je ne suis pas un grand fan du ride, je dois quand même admettre que Poltons ça fait très fort. Et voilà, on a fait le tour de la zone et du parc, et alors au global, qu'est-ce que je pense de Poltons Park? Attendez, je relis juste mes notes. Pas grand fan du ride. Fait le tour de la zone, non. Ah putain, oui. Ah c'est vrai, il y a lui. Oui, donc on a bien évidemment fait le Disco Coaster Zamperla du fond du parc. Bon, j'ai rien à dire, hein. C'est excessivement moche et ça fait sacrément tâche aujourd'hui avec Valgard juste à côté. Et pour le moment, il est là. Mais je pense que le parc a soit prévu de le rethématiser pour que ça colle un minimum avec la zone, soit carrément de le dégager. Et ça serait pas une si mauvaise décision d'ailleurs. Bon, et alors maintenant, je peux enfin le dire, au global,
Qu'est-ce que je pense de Paultons Park? Dans l'ensemble, je trouve que le parc est très agréable, mais on sent qu'il est encore en plein développement. On comprend très vite qu'il a commencé à bouger récemment et qu'il évolue à une vitesse grand V. Les choix sont cohérents pour compléter l'offre, et même si je peux ne pas avoir été marqué par certains rides, chaque choix reste cohérent et bien pensé pour Paultons. Mais je dirais qu'en le visitant aujourd'hui, on a vite le sentiment qu'on en fait un peu rapidement le tour. On a 3 zones très bien foutues pour un parc de cette envergure, mais en me baladant dans ces allées, j'ai eu l'impression qu'il manquait un type d'attraction. Et oui, on a du coaster, on a du dark ride, mais pas un seul water ride à se mettre sous la dent. Alors je veux bien que le Royaume-Uni n'est pas un pays réputé pour ses journées ensoleillées, mais il ne faut pas oublier qu'elles existent bel et bien, et que des attractions aquatiques y auraient très bien leur place. On n'a pas de vrai gros flume, ni de raft, rien du tout. Mais ça, c'est peut-être bien la dernière année que c'est le cas. Passant la tête au-dessus des palissades côté Valgarde, nous aurons aperçu des gros morceaux de rail jaune. Secret de Polichinelle depuis quelques temps, mais nous le savions enfin, la suite du parc sera de ce côté pour étendre l'univers de Valgarde et nous pondre un water coaster de chez Mack Rides. Alors oui, on reste dans du familial, mais il n'empêche que c'est une fois de plus archi cohérent avec la direction que le parc prend. Pas de gros coaster qui explose la tronche, mais un parc d'attractions pour la famille, aux thématisations assumées et soignées, qui bien qu'ayant ce petit côté carton-pâte quand on y regarde de plus près, ont presque l'air d'être un style assumé par le parc dans ses différentes zones. Bon, on n'est pas dupe, on se doute bien qu'il y a aussi une histoire de coût là-dedans, mais mine de rien, ça en fait presque un petit charme à la Paultons bien reconnaissable. Je pense que ça en laissera peut-être certains sur le carreau, et pour ma part, je n'ai pas trouvé ça spécialement dérangeant, et même plutôt charmant. C'est donc un joli petit parc, un peu à part dans son style, et excentré du reste, dans le sud de l'Angleterre, et qui a, je le pense, un avenir très prometteur. Le lendemain, retour à la réalité. C'est l'heure de rentrer à la maison. On aura quand même eu l'occasion au milieu de tout ça d'aller se faire un vrai petit déjeuner anglais, juste avant de rejoindre le ferry. Très recommandable. Ah ouais, franchement, on a mangé à 3, 32 balles. Buffet, brunch à volonté, avec sucré, salé, boisson à volonté. On a le bide bien rempli quoi. Exceptionnel. Et le pire dans tout ça, c'est que c'était vraiment bon. Donc voilà, si jamais vous êtes sur le trajet du retour ou à l'aller, pas très loin du ferry ou du shuttle, n'hésitez pas à passer y manger un bout. Quant à nous, le même chemin mais en sens inverse, on dit au revoir au Royaume-Uni et à ses parcs. Et après ce voyage, je ne peux que vous recommander l'itinéraire que nous avons fait lors de ce long week-end. Même si pas mal de passionnés aiment se faire un énorme trip avec tous les gros parcs de l'Angleterre, en remontant jusque dans le nord du pays, si pour le coup vous disposez d'un peu moins de temps comme ça peut être le cas pour nous, ou que vous voulez en profiter pour passer quelques jours à Londres à côté des parcs, c'est sans doute la meilleure combinaison. Vous aurez assurément de l'excellent coaster avec Thorpe Park, du joli parc plein d'histoire à Chessington et du très bon familial moderne en plein développement à Paultons. Un trip bien varié en seulement 3 jours de visite, et pour peu que vous ayez un poil plus de temps, c'est même vraiment facile d'ajouter Legoland Windsor à votre liste, le parc étant situé à 20 minutes en voiture de Thorpe Park. Quoi qu'il en soit, j'espère que notre petit voyage vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à laisser un like pour mettre en avant cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui sortiront. La suite portera sur ma redécouverte de Walibi Belgium, et vous verrez que mes avis auront pas mal changé. D'ici là, prenez soin de vous, et comme d'habitude, je vous dis à plus, les coaster fans.